Nous allons pouvoir commencer aujourd'hui le cours sur les opérateurs différentiels. Qui va durer plusieurs séances où il y aura des cours et des TD. Alors, en une dimension, vous connaissez les dérivés simples, les dérivés partiels. Les opérateurs différentiels, c'est l'art de savoir dériver en plusieurs dimensions. Et nous, on va le faire essentiellement en 3 dimensions, donc dans l'espace dans lequel on vit. Vous connaissez déjà le gradient, j'imagine. Vous connaissez la loi de Fourier. Vous savez que la densité de flux de chaleur Q est proportionnelle au gradient de température. Okay, donc la chaleur transportée par conduction est proportionnelle au gradient de température avec un coefficient de proportionnalité. Donc on relie la dérivée de la température au flux de chaleur. Et on verra aussi que la divergence de Q, c'est-à-dire le flux de chaleur qui s'échappe d'un point, diverge d'un point, est proportionnelle à la variation de température au cours du temps, avec un moins parce que il y a un coefficient de vent positif, un moins parce que si la chaleur s'échappe, la température diminue. Vous voyez qu'il y a aussi une dérivée du flux de chaleur, et une dérivée par rapport au temps et la température. Et ensuite, on peut combiner ces équations. Donc, ce que je veux dire en vous montrant ces deux équations, c'est qu'en physique, la plupart du temps, on relie des dérivés avec d'autres quantités. Il y a des variations de quantités qui sont proportionnelles à d'autres quantités. Et c'est pour ça que ces opérateurs différentiels sont si courants en physique. On va les utiliser tout le temps. La combinaison de ces deux équations, par exemple, donne l'équation de la chaleur qu'on verra plus loin dans le cours. Donc, opérateur différentiel égale dérivée en plusieurs dimensions. Alors, pour que tout le monde utilise, pour qu'on soit bien au point sur les notations qu'on va utiliser et les quelques outils qu'on va utiliser, je vais commencer par un premier chapitre de définition, rappel, notation. En débutant par ce que c'est qu'un champ. Dans l'espace, on suppose qu'un point est repéré par ces 3 coordonnées cartésiennes x, y, z, qu'on notera aussi x1, x2 et x3. Et un point, M, est repéré par rapport au centre et par rapport aux axes. Par le vecteur OM, qu'on notera aussi x, qu'on notera aussi par le vecteur colonne x, y, z, où x1, x2
x3 ou xi, étant entendu que i va de 1 à 3. Un champ, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité qui dépend de la position. Il y a des champs scalaires exemple de champ scalaire, la température dans cette pièce, c'est un champ scalaire qui dépend de la position, point considéré dans la pièce. Des champs vectoriels même exemple, la vitesse des particules, de chaque particule dans cette pièce, est un champ vectoriel. Chaque particule dans cette pièce a une vitesse, c'est un vecteur, qui dépend d'un vecteur de position. Alors on va utiliser cette notation V de x. On pourra utiliser aussi V de x, y, z ou V de m ou Vx de x, y, z, Vy de x, y, z ou Vz de x, y, z. Donc toutes ces notations s'utilisent, vous les trouverez dans les livres, c'est pour ça que je vous les donne. Eh bien, attention à ne pas confondre les coordonnées du point. X, Y, Z là, c'est le point où on regarde la vitesse. Et les composantes. Les composantes du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse a 3 composantes, X, Y, Z. C'est pas la même chose. Il y aura aussi ce qu'on appelle un champ, les champs tensoriels. Ça généralise les champs scalaires et les champs vectoriels, mais ça sera plus loin dans le cours. Donc, T sera ce qu'on appelle un tenseur. Deuxième rappel sur les dérivés. D'abord, la dérivée simple des fonctions composées. Une fonction composée, c'est une fonction d'une fonction. C'est f
de x de t, par exemple. Donc, c'est une fonction composée de x et de f. Comment est-ce qu'on dérive ça? Vous ne vous rappelez pas, vous êtes obligé de réapprendre cette relation par cœur. X' de t fois f' de x de t. Que vous avez noté aussi quand vous étiez petit, x' fois f' rond x. Ça, le tout de t. On note aussi dx sur dt fois df sur dx en x de t. Tout ça veut dire la même chose. Maintenant, la dérivée partielle. Des fonctions composées. Alors là, quand il y a plusieurs variables, on va prendre le cas des fonctions de 3 variables. Fonction composée de 3 variables, c'est une fonction de x, y, z. Mais x, y, z peuvent être aussi fonction de 3 autres variables. Donc c'est f de x qui dépend lui-même de uv, w. Y dépend de u, v, w. Z dépend de u, v, w. Comment est-ce qu'on dérive ça par rapport à u? Alors, quand on met d sur du, c'est sous-entendu, je vais mettre ici sous-entendu à v et w constant. En thermo, on met tout le temps, enfin on met souvent à quoi on est constant, puisque on utilise des fonctions composées d'autres fonctions. Donc, pour que ce soit bien clair, on dit la plupart du temps ce qui est constant. Alors, comment on fait pour dériver ça? C'est presque la même relation que celle-ci, sauf que on peut le faire pour chaque variable. Donc d sur du, il faut dériver le x par rapport à u, fois la dérivée de f par rapport à x, puis de y par rapport à u fois la dérivée de f par rapport à y, et pareil pour z. Donc ça fait dérive x par rapport à u et f par rapport à x. dx sur du fois df sur dx plus dy sur du df par rapport à y et dz sur du df sur dz. Et là, vous remarquez que pour ne pas alourdir les notations, je n'ai pas écrit à chaque fois de quoi dépendait toutes les variables. Z, ça dépend de UVW. Et ça dépend de X qui dépend de UVW, de Y qui dépend de UVW, etc. etc. Donc ça aussi, c'est une relation à connaître absolument. Parce que vous allez vous en resservir tout le temps.
Ensuite, troisième notion, on va servir, ce sont les différentiels. Quand on a... Donc les différentiels, ça concerne la différence d'une fonction entre deux points voisins. J'ai une fonction, c'est un champ. Donc soit un point M situé en X, un point M' situé en X plus Dx, Dx étant donc le vecteur entre les deux points. Alors, M', vous le trouverez aussi dans le livre écrit M plus Dm. Ou M plus Dx. Dx et Dm sont la même chose. Dans toute la suite, quand on note dx, ça veut dire dx infiniment petit. Dx infiniment petit, ou en fait, dx tend vers 0, ça veut dire. Le dx est toujours infiniment petit dans ce qu'on va faire dans toute la suite. Donc on a la valeur en x. On peut définir aussi la valeur du champ juste à côté. Et ce qu'on appelle différentiel, c'est la différence des deux valeurs. df, la notation df veut dire f de x plus dx moins f de x. Alors, ça, quand dx tend vers 0, si la fonction est dérivable en une dimension, on sait l'exprimer. Donc, en une dimension, df, c'est-à-dire f de x plus dx moins f de x, c'est df sur dx fois dx, plus des termes petits devant dx, carré, ou non, devant dx. Donc, un développement limité. Plus des termes petits, enfin plus petit que celui-ci, qui tendent plus vite vers 0 que celui-ci. Donc, on néglige dans tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire f' de x dx. On va mettre plus quelque chose, mais tout ce qu'il y a derrière sera négligé. On n'aura pas besoin des approximations supérieures en général. Alors, qu'est-ce qui se passe en 3 dimensions? df, ça vaut c'est quoi le développement limité de f de x plus dx moins dx? C'est-à-dire f de x plus dx
y plus dy, z plus dz, moins f de x, y, z. De x, t de x. F' étant pas le même f' à chaque fois. Non. C'est lequel? Ouais. Donc c'est df sur dx sur dx. Ok. df sur dy, dy, plus df sur dz, dz. Et plus des termes plus petits. Okay, donc c'est la généralisation de ce développement limité et à 3 dimensions. Donc ça aussi, cette relation, la connaître par cœur, vous en servez aussi en thermo, vous l'avez déjà vu, pour ceux qui ont fait de la thermo, vous connaissez ça. Alors au niveau notation, vous voyez que le x, on peut noter x plus dx comme ça, et x en vecteur, ou alors on pourra noter toutes les composantes x plus dx, y plus dy, z plus dz. X plus dx, c'est le vecteur x plus dx, y plus dy, z plus dz, ou aussi x1 plus dx1, x2 plus dx2, et x3 plus dx3. Ou m plus dm. Toutes ces notations existent. Alors, une petite note sur la façon de faire tendre les choses vers 0. Est-ce que f de x plus dx, quand on a f de x plus dx moins f de x dans une équation, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est 0 ou pas? Ben, ça dépend. Quand je dis est-ce qu'on a le droit de dire que c'est égal à 0, c'est-à-dire implicitement, est-ce que ça tend vers 0 quand dx tend vers 0? Si on l'écrit comme ça, oui. dx tend vers 0, ça vaut 0. Donc, souvent, on égalera ces deux quantités dans les équations. Mais si on se retrouve avec la quantité f de x plus dx moins f de x sur dx, là, on a du 0 sur 0, c'est indéterminé, sauf si f est dérivable, ça tend vers f' de x. Donc on dira que ça c'est égal à f' de x. Alors ça a l'air trivial en une dimension. En plusieurs dimensions, ce sera peut-être un peu moins. Par exemple, si on a f de x plus dx, y plus dy, moins f de x, y, ça tend vers 0. D'accord? Si on divise par dx, plus vers 0, c'est du 0 sur 0. Ça tend vers quoi, ça? Oui, la dérivée partielle en x. Par contre, la dépendance en y, elle
On va dire que le y plus dy et le y, c'est au même point. Donc ça, c'est df sur dx au point xy. Ça veut dire que le y et le y plus dy, on pourra les confondre, mais pas le x et le x plus dx, parce qu'on divise par dx. Petite manip, là, on va la faire aussi régulièrement. Hein, c'est-à-dire que parfois, le x plus dx et le dx, ce sera les mêmes points, et parfois non, parce qu'on aura divisé par dx. Non, c'est le quatrième point, le produit scalaire. Alors, normalement, c'est quelque chose que vous connaissez, puisqu'on a déjà vu au cours précédent en trigonométrie sphérique. Et on va quand même redéfinir. Donc, soit deux vecteurs U et V, le produit scalaire de U et V est défini par U scalaire V égale norme de U, norme de V, voilà le cosinus de l'angle entre U et V. Propriété en cartésienne. U scalaire V égale UX Vx plus UY Vy plus UZ Z. UX, Vx et Vy sont les composantes cartésiennes de U. Plutôt que de noter x, y, z, on pourra noter aussi 1, 2, 3. Ça fait U1, V1, plus U2, V2, plus U3, 3. Et là, on voit tout de suite pourquoi c'est intéressant de noter 1, 2, 3 au lieu de noter x, y, z. C'est parce que on peut abréger la notation. U scalaire de V peut s'écrire aussi somme sur I, 1 à 3, de UI, VI. Et alors là, on fait un tour de magie. On va employer ce qu'on appelle la notation d'Einstein. Et on va écrire ça II, VI. Implicitement, il y a deux fois l'indice I et I. Implicitement, ça veut dire qu'on somme de 1 à 3. On va voir la notation juste après. Alors, les autres propriétés du produit scalaire. U scalaire V égale 0, si et seulement si.
U orthogonal à V, ou U égale 0, ou V égale 0. Où la norme de U est égale à 0, la norme de V est égale à 0. Interprétation, on peut dire que U scalaire V, c'est la quantité de U qui se projette sur V. Si on veut voir ça avec les mains. Quantité de U qui se projette sur V. Le produit scalaire, c'est quoi? C'est le produit des longueurs. Donc cette longueur, la norme de U fois cosinus UV, ça se projette ici. Donc cette longueur-là, c'est norme de U cosinus UV. Donc c'est la quantité de U qui se projette sur V fois la quantité de V. Si la norme de V, c'est 1, ben, U scalaire V, c'est juste la quantité de U qui se projette sur la direction 1, la direction V. Donc le produit scalaire, c'est une projection d'un vecteur sur l'autre. Maintenant, la notation d'Einstein. On en est au 5. Ou la convention d'Einstein. Il y a deux principes dans cette convention. Il y a premièrement ce qu'on appelle les indices répétés. Indices répétés. Quand un indice est répété dans un terme d'une équation, cela signifie qu'il s'agit d'une somme sur cet indice. Une somme sur toutes les valeurs possibles de l'indice. Donc en dimension 3, c'est i égale 1 à 3. En dimension n, ce sera i égale 1 à n. Exemple, UI, VI, ça veut dire somme de i égale 1 à 3 de UI, VI. Et on mettra plus la somme. Voilà. Il s'agit d'une somme. Il y a une deuxième convention pour les indices non répétés. Quand un indice
est non répété. Cela signifie que l'équation est vraie pour toutes les valeurs de l'indice. Exemple, UI égale VI signifie en fait UI égale VI, quel que soit I égale 1, 2, 3. Sauf que le quel que soit, juste on oublie de l'écrire parce que sinon il faudrait l'écrire à toutes les lignes de notre démonstration. Juste on oublie que ça existe. Donc, UI égale VI, si c'est écrit autrement, UX, enfin, U1 égale V1, U2 égale V2, U3 égale V3, ou UX égale VX, UY égale VY, UZ égale VZ. Et en fait, cette notation, elle nous évite d'écrire à chaque fois trois équations qui sont exactement les mêmes, la plupart du temps. On n'en écrit qu'une seule, qui est juste UI égale VI. Et puis en vectoriel, c'est écrit U égale V. Tout ça, c'est pareil. Remarque, un indice muet, un indice répété est dit aussi muet, car on peut changer son nom sans que cela change sa valeur. Deux points. UI VI, ce que j'ai écrit, ça veut dire que UI VI égale UJ VI. C'est la même chose. Pourquoi? Ce que j'ai écrit là, ça veut dire que la somme pour I égale 1 à 3 de UI VI, c'est la même chose que la somme pour I égale 1 à 3 de UJ VI. Pourquoi? Parce que somme sur I, c'est U1V1 plus U2V2 plus U3V3. Et la somme sur J, c'est U1V1 plus U2V2 plus U3V3, c'est la même chose. D'autres exemples, quelques exemples de ces notations.
j'écris AIJ, UJ. Qu'est-ce que ça pourrait être? AIJ, UJ, par exemple, égale VI. Déjà, dans cette équation, il faut remarquer que j'ai un indice répété qui est J, et un indice non répété qui est I. Et l'indice non répété doit être le même partout dans l'équation. Je ne peux pas avoir juste V ici. Ça, c'est pas possible. Il faut que l'indice I soit à gauche et à droite. Pourquoi? Ça veut dire que c'est la composante d'un vecteur. Il y a un vecteur à gauche, il faut qu'il y ait un vecteur à droite. Les I représentent des composantes. C'est UX, VX. Il y a une composante de vecteur à gauche, il faut qu'elle ait une à droite et vice-versa. Un indice non répété doit être présent. Plus exactement, s'il y a un indice non répété, il doit être présent dans tous les termes de l'équation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AIJ fois UJ égale VI? Comment vous le noteriez autrement? Comment est-ce que vous l'avez noté jusqu'à présent? Je vais noter avec une somme. Somme sur J de AIJ, UJ égale VI. Quel que soit I. Pour l'instant, vous l'avez noté comme ça. Ça représente quoi? Est-ce qu'on peut noter ça encore autrement? Ça ne ressemblerait pas à une matrice. AIJ, on dirait les composantes d'une matrice. Si on met AIJ dans une matrice, les UJ dans un vecteur et les VI dans un vecteur, ça ressemble au produit d'une matrice par un vecteur égale à un autre vecteur. Donc ça, matriciellement, ça s'écrit A fois U égale V. A, une matrice. Ça, U, c'est un vecteur colonne. Et V, c'est un vecteur colonne. Donc ça peut être une autre façon de noter des relations matricielles, vectorielles. Autre exemple, UI égale VI, WJ, alpha J. On a comme ce que ça veut dire dans des notations que vous connaissez déjà. Donc, il y a une somme sur J. Et cette équation est vraie quel que soit I. Ça, c'est quoi? WJ alpha J, c'est le
On l'a vu juste avant, c'est W1 alpha 1 plus W2 alpha 2 plus W3 alpha 3, ça veut dire que c'est le produit scalaire. Ça, c'est W scalaire alpha. Et ça, ce sont les composantes de UV. Ça veut dire que c'est U égale V fois un scalaire qui est W scalaire alpha. Donc c'est l'écriture composante par composante de cette équation. Maintenant, je peux l'écrire pour chaque indice. Pour I égale 1. Voyons ce que ça donne de façon développée. C'est I1 égale V1 fois W1 alpha 1 plus W2 alpha 2 plus W3 alpha 3. I2 égale V2 fois W1 alpha 1 plus W2 alpha 2 plus W3 alpha 3. Et I3, pour I égale 2, pour I égale 3, I3 égale V3, fois W1 alpha 1 plus W2 alpha 2 plus W3 alpha 3. Si je ne vois pas tout de suite, c'est vecteur U égale vecteur V fois le produit scalaire des deux. Et bien je développe, j'écris tout. Et j'analyse. Je vois bien que ça, c'est dans la parenthèse, c'est W scalaire alpha. Et puis ça veut dire que le vecteur de gauche est égal au vecteur de droite. U égale V fois ça. Donc ce qu'on voit, c'est que cette écriture-là, c'est la même chose que celle-ci, mais en beaucoup plus compact. Donc on s'économise beaucoup d'écriture. Ça évite d'écrire 1, 2, 3 fois 3, 9 termes. On a un terme au lieu de 9. Donc ça a été utilisé en relativité générale au départ, mais maintenant c'est utilisé dans toutes les branches de la physique. Cette convention de notation d'Einstein, vous la trouverez un peu dans tous les livres également. Alors avec cette convention, il y a d'autres notations qui viennent avec et qui sont importantes aussi. Il y en a une, c'est le symbole de Kronecker. Vous avez probablement déjà vu. Le symbole de Kronecker, c'est delta, avec deux indices, IJ. Delta IJ, c'est un symbole qui vaut 1 si I égale J, et 0 si I est différent de J. Ça veut dire que delta 1, 1, delta 2, 2 et delta 3, 3 valent 1, et delta 1, 2, delta 2, 1, delta 1, 3, etc. valent 0. Ça représente la matrice identité. Delta et J, ce sont les composantes I et J de la matrice identité. C'est pour ça qu'il est très utile. Propriété, dont on va se servir aussi pas mal de fois. Delta IJ fois UJ égale à
si J est 0, c'est 0 sur. Ah, mais J, il y a une somme sur J là. Donc J prend toutes les valeurs. Prend les valeurs différentes de I. Il prend la valeur égale à I. Donc il prend toutes les valeurs. Ça fait du J. J. UI. Ok, J, c'est une somme sur toutes les valeurs. En fait, elles sont toutes nulles, sauf celle qui correspond à I. Il vaut 1. Donc il reste UI. Vous n'êtes pas complètement convaincu, vous faites la démonstration. Donc, pour I égale 1, qu'est-ce qui se passe? Ça fait delta I, delta 1. Après, on fait une somme sur J. C'est delta 1, 1, U1, plus delta 1, 2, U2, plus delta 1, 3, U3. Le seul qui est non nul, c'est delta 1, 1, qui vaut 1. Les autres, ça va être 0. Donc, il reste U1. Donc, pour I égale 1, vous trouvez U1. Pour I égale 2, vous avez trouvé U2. Pour I égale 3, vous avez trouvé U3. Et UI. Pour tout I. Que vaut delta II. Écrit la définition, c'est quoi? Une somme sur les I, indices répétés. C'est delta 1, plus delta 2, plus delta 3, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. C'est ce qu'on note aussi, la trace de delta ou la trace de la matrice identité. La trace, c'est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Deuxième symbole. Pardon. Le symbole alterné. Alors, le symbole alterné, vous ne l'avez probablement pas vu jusqu'à maintenant. C'est un symbole qui a 3 indices. Epsilon I, J, K. Vaut 1, moins 1 ou 0. Ça vaut 1 si I, J, K c'est une permutation de 1, 2, 3. Donc ça vaut 1, 2, 3. Ou, alors je fais tourner 1, 2, 3, donc je mets le 1 ici, le 2 ici et le 3 au début. Et 3, 1, 2. Ou, je recommence. Et 2, 3, 1. Ça vaut moins 1. IJK égale. On échange. On fait tourner les chiffres dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3. On à droite. On fait 3, 1, 2. Ou 2, 3, 1. 1, 2, 3, il met de droite à gauche. Et 0, si. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Ben, en fait, la seule possibilité qui reste, c'est si deux indices
sont égaux. Alors ça va servir dans le produit vectoriel qu'on va voir juste après. C'est une façon très simple d'écrire un produit vectoriel. Propriété. Epsilon jk égale. On a vu que ici, on peut faire tourner les indices. On obtient la même chose. Donc, ça veut dire que epsilon jk, c'est la même chose que epsilon kij. Je fais encore tourner, ça fait epsilon jki. Par contre, si on tourne dans l'autre sens, c'est moins 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est aussi moins. Alors, epsilon jk, j'ai interverti deux indices. Moins epsilon ikj. Quand on échange deux indices de place, il y a un moins qui intervient. Et moins epsilon kji. Autre propriété, epsilon i, j, k, epsilon l, m, k, égale. Bon, alors là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, il y a une somme sur k. K est un indice répété. Et sinon, il y a 4 indices non répétés, i, j, l, m. Donc, à droite, je dois avoir 4 indices non répétés, i, j, l, m. Eh bien, ça s'exprime en fonction du symbole de Kronecker. Je prends delta IL, delta JM, moins delta IM, delta JL. Et j'ai bien 4 indices, les 4 indices non répétés que je voulais. Démonstration, si vous voulez la faire, je vous conseille. Là, vous prenez un I égale 1. Vous le montrez pour I égale 1, vous l'aurez montré pour tous les I. Parce qu'après, il suffit de changer le nom. Et pour I égale 1, bah, vous essayez J égale 1, 2 et 3. Et quand vous aurez I égale 1, J égale quelque chose, bah, le cas, vous avez beaucoup de possibilités parce que si deux indices sont égaux, le coefficient, enfin le symbole est nul. Donc c'est assez facile finalement à faire le calcul. Disons que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Nous devons en être au numéro 6. Donc la notation d'Einstein, c'était le numéro 5. Et maintenant, on va voir le produit vectoriel. Qui connaît le produit vectoriel?
On prépare, on voit pas ça? On en parle, mais c'est pas très précis. En L2 non plus? Ça vous dit quelque chose, ok. Donc entre deux vecteurs, on peut faire un produit scalaire et aussi un produit vectoriel. Définition. Soit U et V, deux vecteurs. Le produit vectoriel de I et V est un vecteur. C'est pour ça que ça s'appelle produit vectoriel. Produit scalaire de deux vecteurs. Scalaire, le produit scalaire. Le produit vectoriel, c'est un vecteur. Le produit vectoriel de U et V est un vecteur. Notez U vectoriel V et défini par deux points. U, premièrement, U vectoriel V est perpendiculaire à U et V. Alors, à côté, je vais dessiner ce que ça veut dire. On a vecteur U, un vecteur V. Imaginez ça en 3D. Hein. Donc il y a le plan. On va faire ça. Imagine X, Y, Z. Et V dans le plan X, Y. Donc, I et V sont tous les deux dans le plan XY. U vectoriel V est perpendiculaire à U et V, ça veut dire que V il est porté par Z dans ce schéma. Enfin, pardon, pas V, U vectoriel V. U vectoriel V, il est sur cette direction. Donc déjà, on a la direction. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la longueur et le sens. Alors, la norme U vectoriel V est égale à la norme de U fois la norme de V fois le sinus en valeur absolue de l'angle entre U et V. Pour le produit scalaire, c'était le cosinus. Là, c'est le sinus. Donc, on a la longueur. Celui-ci ou celui-ci, le vecteur. On connaît sa longueur. Il nous reste le sens. Le sens de U vectoriel V est donné par la règle dite du tire-bouchon
C'est-à-dire que U, V et U vectoriel V est un trièdre direct. Qu'est-ce que c'est qu'un trièdre direct? C'est la même chose que X, Y, Z. X, Y et Z est vers le haut. Quand on va de X vers Y, on tourne comme ça. Ça visse le tire-bouchon vers le haut. Si on fait la même chose avec U et V, on va de U vers V, on tourne comme ça, V vers l'arrière du tableau, on tourne comme ça, on visse le tire-bouchon vers le haut. Ça veut dire que le sens de U vectoriel V est vers le haut. Mettez vos doigts comme ça. U, V, produit vectoriel comme ça. Donc, il faut commencer par le majeur, le pouce, et après, c'est l'index. Ça s'appelle la règle de la main droite, paraît-il. Alors, propriété du produit vectoriel. U vectoriel V. Ben, on peut calculer ces composantes de manière relativement simple. Donc, ça s'écrit aussi UX, VX, VY, vectoriel, non pardon, UX, UY, UZ, vectoriel VX, VY et Z. On peut montrer que les composantes du produit vectoriel, ce sont UY, VZ moins UZ, VY, UZ, VX moins UX, VZ, UX, VY moins UY, VX. Il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir de cette relation qui a l'air affreuse. Vous la connaissez ou pas? Un produit en croix, tout à fait. Donc la première ligne, prenez le produit en croix, les deux dernières lignes. Vous faites UY, VZ moins UZ, VY. Ensuite, par la pensée, vous réécrivez les lignes UX, VX, UY, VY, vous les réécrivez en dessous. Et vous continuez le produit en croix. Donc vous faites le produit en croix, ces deux lignes, UZ, VX, UX, VZ, c'est celui-ci. Pareil pour la dernière. Ici, la verte, ici, la bleue, pas ici. Alors, vous pouvez vérifier cette propriété, comment vous faites.
vous montrez que U vectoriel V est orthogonal à U et V. Si vous prenez cette définition, vous montrez les trois définitions tout à l'heure, c'est-à-dire que U vectoriel V est orthogonal à U et à V. Vous montrez que la norme de U vectoriel V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle. Et vous montrez que c'est dans le sens direct. Vous essayez de faire cette démonstration. Le plus simple pour faire ça, c'est de prendre U sur l'axe des X, parce que les axes X, Y, Z, vous les mettez où vous voulez. Donc vous pouvez prendre U sur l'axe des X, et V, vous le mettez dans le plan XY. Et là, vous avez des expressions très simples. Vous allez arriver au résultat. Autre propriété. U vectoriel V égale à moins V vectoriel U. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on montre ça? Oui, si vous changez U et V, le sens direct, il est dans l'autre sens. C'est l'autre côté. Donc les doigts qui sont comme ça, ils deviennent comme ça. Ou alors, vous regardez cette propriété-là. Si vous échangez U et V, vous voyez que ça devient dans le sens. Donc le signe devient négatif. Quand est-ce que U vectoriel V égale 0? Un vecteur est nul, c'est seulement si sa norme est nulle. Vous connaissez sur la norme de U vectoriel V. Oui, c'est norme de U, norme de V, sinus de UV. Donc il faut que il suffit que l'un de ces termes soit nul. Norme de U égale 0, c'est-à-dire U égale 0. Norme de V égale 0, c'est V égale 0. Et sinus de UV égale 0, c'est quoi? Est-ce que le sinus de l'angle entre deux vecteurs est nul? Donc collinéaire. Donc U parallèle à V, ou alors U égale 0, ou V égale 0. Donc on avait un outil pour dire quand est-ce que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est le produit scalaire. Maintenant, on a un outil pour dire quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires, c'est le produit vectoriel. Autre propriété, U vectoriel V en norme est la surface engendrée par les vecteurs U et V. Deux points, je vais vous faire un petit dessin pour que vous compreniez ce que c'est que la surface engendrée. Donc là, je mets U et V dans le plan du tableau. Je remets U ici et je remets V ici. La surface engendrée, c'est la surface de ce parallélogramme. Démonstration. La surface de ce parallélogramme, c'est la même que la surface du rectangle que j'ai dessiné ici. Ouais, parce que toutes les tranches, je les ramène ici, je les décale, et hop, je trouve avec un rectangle. Je vais vous le faire différemment. Vous allez comprendre.
Le parallélogramme, je le dessine comme ça. Cette surface-là, je la prends. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci, pardon. Celle-ci, j'enlève. Et je la mets ici. Vous voyez que la surface du parallélogramme, la surface du rectangle. Et voilà, c'est plus dur à voir parce que il est plus large que long. Enfin, il est plus long que large. Donc, il faudrait faire quoi? Il faut que je prenne cette surface-là. Je vois que c'est la même que celle-ci. C'est ça, c'est un truc comme ça. Hein. Enfin bon, j'ai pas dessiné assez bien pour que ça se voit facilement. Mais c'est le même principe que ça. OK? Donc ça veut dire que la surface du parallélogramme, c'est cette distance-là, celle-ci. Cette distance-là, ben, c'est la norme de U. Et cette distance-là, c'est quoi? Ça. Projeté ici, c'est-à-dire fois le sinus de cet angle. Donc c'est la norme de V fois le sinus de l'angle entre UV. En norme. On est bon. Ce genre de raisonnement, on se resservira en mécanique des milieux continus au deuxième semestre. Autre propriété, U, on appelle le produit mixte. Alors, le produit mixte, c'est le produit scalaire d'un produit vectoriel. C'est-à-dire U scalaire, V vectoriel W. Donc, c'est le produit mixte de U, V, W. Eh bien, celui-ci, il a une propriété, c'est qu'on peut échanger. On peut faire tourner VW, UVW. Donc ça, c'est aussi égal à W scalaire U vectoriel V. C'est aussi égal à V scalaire W vectoriel U. Ça aussi, c'est une propriété qui peut être très intéressante. Alors ça vous prenez la définition en cartésienne, la propriété en cartésienne, vous arriverez à le montrer facilement. Et parfois, on note U, virgule, VW, cette chose-là, pour bien indiquer qu'on peut échanger UVW. Une autre propriété qu'on va utiliser aussi, U vectoriel, V vectoriel W. Donc ça, c'est un vecteur vectoriel, un vecteur, ça fait un vecteur, et revectoriel un vecteur, ça fait un vecteur. Mais c'est une expression qui peut être plus simple. Un produit scalaire. Alors, U scalaire W. Ça vaut U scalaire W fois V. Donc, un scalaire fois un vecteur, c'est bien un vecteur, moins U scalaire V. Fois W. Tout ça sont des relations aussi à connaître. Évidemment, U scalaire U vectoriel V vaut
C'est-à-dire, c'est le produit mixte de U, U et V. 0. Parce que U vectoriel V est perpendiculaire à U. Et produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est égal à 0. Et alors, dernière propriété, je vous avais parlé du symbole alterné. Symbole alterné. Eh bien, le symbole alterné nous permet d'écrire simplement la propriété de cartésienne là, que je viens d'effacer, qui est l'expression du produit vectoriel en cartésienne. U vectoriel V, la composante numéro 4, c'est-à-dire x, y, z, c'est epsilon i, j, k, ui, vj, en notation Einstein. Démonstration, vous prendrez k égale 1, par exemple, et vous écrivez. Qu'est-ce qui se passe pour k égale 1? C'est u vectoriel v, composante 1. C'est la composante x. Si j'écris ce que ça veut dire, ça veut dire epsilon i j1 ui vj. On va le faire. Là, il y a une sommation sur i et une sommation sur j. C'est-à-dire qu'il y a 9 termes. 3 fois 3. Mais en fait, le epsilon ijk, on sait qu'il est nul s'il y a deux indices égaux. Là, il y a 1. Donc ij, ils valent que 2, 3 ou 3, 2. Il n'y a que deux possibilités. Donc il y a epsilon 2, 3, 1, qui est non nul. Et ça fait i égale 2, j égale 3. Ça veut dire que c'est du u2 v3. Puis il y a epsilon 3, 2, 1, qui fait u3 v2. Epsilon 2, 3, 1, c'est celui qui vaut 1. Celui-ci vaut 1, 2, 3 va vers la gauche, donc ça vaut moins 1. Et on trouve U2V3 moins U3V2, c'est-à-dire UYVZ moins UZVY. Vous vérifierez que c'est la bonne formule qu'on a écrite. Comme on l'a fait pour 1, on fait la même chose pour K égale 2 et 3, et on va trouver pareil. La démonstration est faite. Avec ce symbole, on peut faire un tas de choses. Par exemple, démontrer celle-ci. Alors, vous avez deux possibilités pour démontrer celle-ci. Vous écrivez en cartésienne ce que ça vaut. Ou alors, vous faites donc, soit vous faites le développement en cartésienne, mais complètement développé, soit vous faites avec une notation d'Einstein. On fera les deux en TD. Et il me reste un dernier petit paragraphe dans ces rappels.
c'est de 7. C'est sur les limites quand les volumes tendent vers 0. Enfin, oui, on va dire ça. Non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire, propriété des intégrales. Première propriété, soit V un volume dans l'espace. On note, soit F un champ scalaire on note F dV sur V, l'intégrale, c'est-à-dire la somme de F sur V, sur tout le volume. Par exemple, si F c'est une densité, la somme de la densité sur tout le volume, c'est la masse totale du corps. Par exemple, la somme de ρ dV sur tout un volume, c'est la masse qu'il y a dans le volume. Donc ça, c'est pas encore la propriété, hein, c'est une notation. La propriété, c'est que si pour tout volume, f dv intégrale est égale à 0, alors c'est exactement la même chose que f est égal à 0 partout. Donc si f est égal à 0 partout, toutes ces intégrales sont nulles, et c'est réciproque. Si vous prenez pour tout volume, la masse est nulle, quel que soit le volume que vous preniez dans l'espace, ça veut dire que la densité est nulle partout. On va faire autrement. Bon, on pourrait faire la démonstration, mais c'est pas, ça paraît relativement intuitif. Deuxième propriété. Si V tend vers dV, un volume infiniment petit, alors vers quoi tend l'intégrale de f dv? Comment est-ce qu'on pourra écrire ça? Si V donc, on a une intégrale sur un volume, et on fait tendre le volume vers 0. Ce qui n'est pas une façon plus simple de l'écrire. Évidemment, si le volume est tout petit, il n'y a plus de somme, c'est plus qu'un point. Et la masse, elle vaut juste, enfin la masse, l'intégrale vaut juste f dv. Donc ça, ce genre d'écriture-là, ça peut un peu surprendre, mais on va l'écrire tout le temps. C'est pour ça que je vous le dis une fois pour toutes. En mécanique, en général, on va utiliser ça relativement souvent.
pouvez le voir en une dimension. Hein. Vous avez une fonction f de x. Si vous faites l'intégrale de f dx, c'est la surface sous la courbe. Si la longueur d'intervalle se réduit à 0, ça tend juste vers f fois dx, qui est la hauteur fois la largeur de l'intervalle. Pareil. Si cette longueur-là se réduit à dx, l'intégrale, c'est juste la largeur du rectangle, enfin, pardon, pas la largeur, la surface du rectangle, de hauteur f et d'épaisseur dx. Voilà, donc c'est un peu une convention d'écriture, mais en physique, c'est vraiment très utile d'écrire ce genre de choses. Bon, on a fini le premier chapitre sur les notations, les rappels, etc.